Nous allons commencer notre seconde séquence. Nous reprenons ce matin nos auditions dans le cadre de la préparation du rapport de la délégation sur la gestion des déchets dans nos outre-mer. Nos deux rapporteurs, Gisèle Jourda et Viviane Malet, qui effectuent un travail d'investigation considérable, ont souhaité à juste titre un éclairage particulier sur les aspects sanitaires de cette problématique. Nous allons donc entendre successivement, au nom de la Direction générale des Outre-mer, M. Stanislas Alfonsi, adjoint au sous-directeur des politiques publiques, Mme Delphine Coll, chef du bureau de la préparation aux crises. Pour la Direction générale de la prévention des risques, Philippe Baudenez, chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, des déchets et des pollutions diffuses. M. Jean-François Ossola, adjoint de la chef de la planification et de la gestion des déchets. Et pour la Direction générale de la santé, Mme Caroline Paul, chef du bureau environnement extérieur et produits chimiques. Et M. François Klein, chef de la mission Outre-mer. Nos rapporteurs vous ont transmis leurs questions sur ce grave sujet qui frappe les populations souvent déjà en situation de précarité. Outre les pathologies ou contaminations directes, nous sommes aussi préoccupés par la pollution de l'air, des eaux, du sol que nous observons sur nos territoires respectifs. Nous n'oublions pas également qu'il y a des situations spécifiques propres à chaque territoire, comme la gestion des déchets suite aux essais nucléaires en Polynésie ou des déchets issus de l'exploitation minière en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, légale ou pire, illégale. Pour aborder ces problèmes, je vous cède la parole sans plus tarder. Dans l'ordre que je viens d'énoncer, nos rapporteurs vous interrogeront ensuite pour approfondir certains points. Monsieur Alfonsi, vous avez la parole. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de votre invitation. On est là au cœur d'une série d'auditions en fait, sur la thématique des déchets en Outre-mer. Puisque nous nous sommes déjà vus, me semble-t-il, au mois de mai, à la fin du mois de mai. C'était une audition qui était plus générale. On était accompagnés déjà à ce moment-là de la DGPR. C'est toujours pour nous évidemment un plaisir de venir rendre compte et rendre visite au Sénat et à la délégation Outre-mer du Sénat sur une série de questions aujourd'hui qui portent effectivement sur la thématique des déchets et sur la dimension sanitaire de cette politique publique. Nous sommes accompagnés de la DGPR et de la Direction générale de la santé. Étant donné la thématique et étant donné la technicité des questions qui nous ont été transmises et puis leur tonalité très soit sanitaire, soit prévention de risque, nous pensons que, une fois n'est pas coutume, la DGOM va moins intervenir que les collègues aujourd'hui probablement sur la série de questions qui nous a été posée. Il y en a de mémoire une petite dizaine, quelque chose de cet ordre. Il me semble que sur la première question qui relève des aspects généraux et des pathologies et contaminations qui peuvent être associées, il me semble que c'est plutôt la DGS qui va intervenir. Je peux très rapidement balayer les questions en disant voilà, ce sera un tel et un tel qui interviendra. Sur la deuxième question, ce sera la DGS également. Sur les actions de sensibilisation, la deuxième question porte sur la sensibilisation. Sur la troisième question, prolifération des nuisibles, ce sera la DGS également qui apportera l'essentiel des éclairages. Quatrième question, à deux voix, DGOM et DGPR, sur les mesures de la qualité des eaux et des sols. Sur la cinquième question, les DASRI, DGS, DGPR, et nous aurons peut-être une incise côté DGOM également. Sixième question, filière REP, DGS, DGPR et DGOM. Là, nous interviendrons chacun à notre tour. Septième question sur les adaptations réglementaires, DGPR et DGS. Sur la huitième question, déchets radioactifs issus des essais nucléaires en Polynésie, ce sera la DGPR. Et je dis enfin, mais je ne suis pas sûr de moi, non, il y a une dixième. Sur les 9e et 10e questions, Nouvelle-Calédonie, Guyane, on est sur la DGPR avec une incise DGS. Et sur la 10e, incinération des déchets, ce sera la DGPR. Donc on le voit, ce sont des questions qui sont très techniques. C'est pour ça que les directions métiers, je dirais, sont davantage en première ligne que la DGOM pour cette audition. Si vous le permettez, donc on peut peut-être passer la parole aux collègues de la DGS qui seront les premiers à intervenir sur la première question. Monsieur le Président, excusez-moi, une toute petite observation sur la titulature de Delphine Coll. En fait, ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est son ancien titre, je dirais, dans son ancienne administration. On se rapprochera de l'administration du Sénat pour préciser son titre actuel. Du côté de la DGS.
Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, la DGS vous remercie, vous remercie que je représente, que nous représentons tous les deux, vous remercie de pouvoir s'exprimer sur le sujet important des risques sanitaires liés aux déchets dans les Outre-mer. Donc, pour nous, le premier constat, c'est que les impacts sanitaires liés aux déchets sont analogues à ceux qui sont rencontrés sur tout le territoire français, mais les risques s'en trouvent augmentés dans nos Outre-mer en raison des difficultés rencontrées dans la gestion de ces déchets, de tout type de déchets, ménagers, industriels, agricoles, voire sanitaires, et de tout ordre de difficultés en raison avec, comme vous l'avez évoqué, l'isolement des territoires, leur taille, leur climat, leur contexte environnemental et leur contexte sanitaire et social. Alors, quels sont ces risques et quelles sont les pathologies ou contaminations constatées? Le premier volet concerne en fait l'abandon de déchets sur l'espace public qui engendre des conséquences sanitaires manifestes, qui impactent les populations, l'abandon de déchets non collectés, notamment les gros électroménagers et les véhicules hors d'usage, les VHU, qui favorisent la prolifération d'espèces nuisibles, potentiellement vectrices de maladies transmissibles aux populations. On pourra le détailler. Les déchets favorisent ainsi la rétention d'eau stagnante, la constitution de gîtes larvaires et peuvent entraîner, mais entraînent aussi, on l'a constaté, le développement de moustiques vecteurs de différentes maladies que vous connaissez, chikungunya, paludisme, dengue, etc. Et puis, c'est aussi ces situations qui favorisent la prolifération de rongeurs de tout type qui pouvaient être porteurs de maladies telles que la leptospirose. Donc, plus généralement, l'abandon de déchets entraîne une dégradation de l'environnement proche des populations, vous le savez bien, et notamment de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et destinée à la consommation humaine. En fait, la qualité de l'air est aussi impactée, que ce soit en termes de nuisances olfactives, ou suite au brûlage régulier en amont de déchets à proximité des habitations. À titre d'incise vis-à-vis des populations, il y a une enquête qui a été effectuée à la Réunion qui indique que 86% des Réunionnais pensent que les déchets dégradent les sols et 83% des Réunionnais perçoivent les conséquences pour leur santé, soulignant également leurs conséquences négatives, visuelles et olfactives. Ce n'est pas pour autant que 85% de la population respecte les consignes que les autorités diverses leur donnent. Alors, sur un petit focus, par exemple, sur un des territoires que vous avez ciblé sur Mayotte, les différentes maladies vectorielles, hydriques qui peuvent être favorisées par l'abandon de déchets. Je vais les citer, le paludisme, tant qu'il n'est pas complètement éradiqué, il y a encore des cas la gestion des peut accentuer les difficultés pour éradiquer cette maladie. Et bien sûr, les maladies vectorielles dont on constate les épidémies régulières, la dengue, notamment, puisque on a encore eu dans tous nos outre-mer en 2019 une épidémie, des épidémies de dengue, et encore à La Réunion l'année dernière, on était dans une phase qu'on appelait nous phase interépidémique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas trop importante, mais la dengue circule toujours dans nos environnements. Un petit focus sur la leptospirose qui a tendance à ne pas disparaître et à être et à revenir de façon régulière dans tous nos territoires, que ce soit en Martinique, en Guyane, à Mayotte, voire à Futuna, où elle est régulièrement, on constate régulièrement des cas. Et dans nos outre-mer, là, on a vraiment un cas une très très grande différence avec la métropole concernant cette maladie qui a des effets sanitaires importants et qui peut avoir des conséquences très graves. Et c'est une maladie qui a des impacts neurologiques en particulier et qui entraîne beaucoup d'hospitalisations.
Donc en Guyane, il y a à peu près une centaine de cas par an. En Martinique, un peu moins. Mais c'est un taux qui est de l'ordre de 70 fois celui de la France hexagonale. Donc c'est vraiment un sujet qui est traité par nos autorités sanitaires, au niveau par les ARS, mais qui est très important. Pour finir sur quelques maladies hydriques aussi peuvent être, donc, suite à la contamination des eaux, on pense à la typhoïde, on pense à l'hépatite A, donc, qui sont des pathologies qui donc soit bactériennes, soit virales, qui peuvent donc être contaminantes par le biais de l'eau, je dirais, polluée par des déchets produits par une personne infectée par la bactérie pour la typhoïde ou par le virus de l'hépatite. À Mayotte, on a constaté en 2021 14 cas de typhoïde, donc il y en a encore. Et l'hépatite, on a aussi entre 50 et 100 cas d'hépatite A constatés à Mayotte. Alors là, à Mayotte, puisqu'on y est, donc l'ARS engage beaucoup d'actions sur le sujet, à la fois en termes d'actions de veille, de prévention, de traitement, des déchets pour limiter ces impacts sanitaires, donc à différentes échelles, bien sûr dans le cadre de la lutte antivectorielle, de la prévention, donc de la lutte contre les gîtes larvaires, comme dans l'ensemble des territoires. Donc là, c'est la mobilisation sociale, c'est de l'intervention directe, c'est donc du déploiement quotidien de moyens pour identifier les gîtes à risque dans les véhicules hors d'usage, dans les décharges sauvages, dans les stocks de pneus, dans les appareils électroménagers, etc. Mais l'ARS, en dehors de cette action de base très importante, aussi accompagne financièrement les associations et les collectivités pour leurs actions de lutte contre les déchets, donc la plupart du temps dans le cadre de chantiers d'insertion, donc sur des actions soit financées directement par l'ARS, soit cofinancées par différents acteurs, donc dans le cadre de chantiers d'insertion en collaboration avec les villes et les collectivités. Il y a en Martinique, on peut citer, on peut citer des cas particuliers aussi. Donc, en Martinique, on a vécu différents incendies qui ont été plus ou moins bien maîtrisés et donc sur des sites qui étaient autorisés à recevoir des déchets. Et donc là, évidemment, l'ARS est beaucoup intervenue auprès du syndicat en charge de traitement pour limiter les risques sanitaires induits, et ça c'était en 2021, donc ça a été résolu. Puis quand on parle de Martinique et de Guadeloupe, évidemment, on a des interrogations aussi sur l'avenir des déchets issus des sargasses qui peuvent, donc pour le moment, qui pose un certain nombre de problèmes directs, mais aussi dans le cadre quand on arrive à les ramasser, après, on a encore un certain incertitude sur les effets sanitaires que peuvent entraîner les déchets en termes de dégazage d'émissions d'ammoniac ou d'hydrogène sulfuré. C'est très désagréable et très irrespirable, effectivement, tout à fait. On a une problématique aussi donc, de brûlage de déchets verts qui est constatée dans un certain nombre de territoires, à La Réunion notamment, à Saint-Pierre-et-Miquelon également. Et puis, on a des cas particuliers aussi qui sont, une autre source de contamination, une contamination ménagère, industrielle ou les deux, ménagères. On a constaté des contaminations par le plomb. Donc notamment à La Réunion, mais pas uniquement, mais on a des cas qui nous ont été transcrits là, par l'AS de La Réunion suite à l'abandon de batteries de voitures ou de batteries utilisées de façon industrielle. On a constaté des regroupements importants de cas de plombémie, donc de saturnisme infantile, autour
autour de zones de précarité, où on a constaté ces abandons de batteries. Ça, c'était en 2010 à La Réunion et ça a été résorbé depuis. Mais il est quand même frappant de constater que les dépôts sauvages de batteries ont pris des proportions importantes en milieu urbain, que ce soit, en tout cas, à La Réunion, et j'ai constaté aussi à Mayotte et en Guyane. Et donc, ça laisse malheureusement augurer des pollutions diffuses ultérieures. En complément des actions que j'ai déjà évoquées, qui sont effectuées donc, par les ARS, je passe un peu directement à la deuxième question, si vous voulez. Les ARS effectuent bien sûr des actions de sensibilisation des populations. Des populations et au sens large, c'est-à-dire à la fois le grand public, les institutions, les entreprises aux risques sanitaires, donc aux déchets. Alors, on peut citer donc les différents territoires en fait ont des plans régionaux santé-environnement qui sont de différentes qui ont différences historiques, certains récents, d'autres plus anciens, mais tous ont un volet de sensibilisation autour de la gestion des déchets. En Martinique, il y a un certain nombre d'actions qui sont portées, donc soit par l'ARS, le rectorat, la DEAL, l'IREPS, donc institut qui s'occupe de la prévention et la promotion de la santé, pour à la fois en termes de communication, de formation des élèves, d'organisation de journées portes ouvertes. L'ARS Guadeloupe également a fait depuis ces dernières années beaucoup de journées d'information pour les sujets d'enlèvement des VHU, les véhicules hors d'usage. Et puis à Mayotte, dans le plan actuel 2020-2024, il y a aussi beaucoup d'actions qui sont de sensibilisation qui sont organisées, jamais suffisantes, parce que quand on constate sur le terrain, on est toujours effaré de la difficulté. Oui, c'est ça. Et donc des actions qui ont comme objectif de réduire la production des déchets à la source et de résorber aussi, surtout, les dépôts sauvages sur le territoire. Et ça, c'est, comme vous le dites, on n'a pas forcément les résultats attendus. En Guyane également, beaucoup de sensibilisation des différents acteurs et en lien avec des associations, notamment des grandes associations telles que la Croix-Rouge pour des projets d'assainissement. L'ARS a notamment financé un projet dit WASH qui s'occupe à la fois dont l'objectif est de faire monter en compétence les habitants des zones un peu reculées ou en précarité sur la gestion de leurs points d'eau et de promouvoir une bonne gestion des déchets associés. Donc ça fait partie des projets qui sont vraiment très pragmatiques et très opérationnels. Alors, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à la question 3 concernant la prolifération des nuisibles. Effectivement, on a constaté lors des enquêtes environnementales autour des cas de leptospirose ou de dengue, des problèmes sanitaires liés à la mauvaise gestion des déchets. Pour autant, c'est difficile ça n'en est qu'une partie. Ça n'en est qu'une partie, et c'est difficile d'isoler la cause uniquement de la gestion des déchets, mais ça ajoute aux problèmes rencontrés. Concernant les mesures, donc comme vous le souhaitez, donc je laisse la parole peut-être à la DGPR sur le sujet. Merci beaucoup. Donc moi, je suis chef de service des risques sanitaires liés à l'environnement, aux déchets et aux pollutions diffuses. Ce qui fait que j'ai à la fois une sous-direction qui s'occupe d'économie circulaire et de déchets, et j'ai aussi une sous-direction qui s'occupe de santé-environnement. Je tenais à signaler d'ailleurs que autant nous avons un Conseil national de l'économie circulaire pour la partie déchets,
a une présidente qui est Véronique Rioton, qui permet d'avoir des discussions avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient techniques ou politiques. Autant nous sommes un peu orphelins dans notre groupe Santé-Environnement, où notre présidente était Elisabeth Toutu-Picard, qui était députée, qui n'a pas été réélue. Et donc nous sommes en recherche d'un ou d'une remplaçante. Donc un service qui est censé assurer la cohérence, du coup, entre la manière dont on peut être amené à gérer les déchets et puis la manière dont on prend en compte les impacts environnementaux d'un certain nombre de pratiques, dont la gestion des déchets. Donc si on prend le cas de l'impact que peut avoir une gestion des déchets déficiente sur les épidémies de dengue transmises par des moustiques ou autres insectes du même type, on a différents types d'actions pour essayer de résoudre le problème. Un des sujets, c'est les véhicules hors d'usage qui sont abandonnés au bord de la route souvent et qui sont des lieux où peuvent pulluler les moustiques en question et qu'ensuite ils sont porteurs des maladies évoquées par mon collègue de la DGS. On a mis en place, à la suite d'une mission du député Serge Letchimy, on a mis en place un plan de reprise des véhicules hors d'usage par les constructeurs automobiles. Donc c'est un plan qui permet de faire financer par les constructeurs automobiles la reprise d'un certain nombre de véhicules hors d'usage qui sont des repères potentiels de développement de vecteurs de maladies rares, enfin de maladies qui sont pour le coup pas nécessairement rares d'ailleurs. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est du plan constructeur? On a 21 437 VHU qui avaient été repris en janvier 2022, 9 000 en Martinique, 4 000 en Guadeloupe, 6 000 à La Réunion, à peu près 400 à Mayotte et à peu près 2 000 véhicules en Guyane. C'est quelque chose qui a mis un peu de temps à se mettre en place, mais ça permet de débarrasser un certain nombre de véhicules, d'abord dans le domaine public, mais lorsque la loi sur l'économie circulaire a été adoptée en février 2020, ont été adoptées des dispositions qui permettent de renforcer la prise en charge de ces véhicules, notamment un article qui permet d'aller chez les personnes qui détiennent de tels véhicules pour les mettre en demeure d'évacuer le véhicule hors d'usage en question vers une filière agréée, avec aussi un dispositif de police qui figure à l'article L541.3 du Code de l'environnement, qui permet, si jamais le détenteur du véhicule ne satisfait pas cette obligation de rendre son véhicule hors d'usage à une filière agréée, de se substituer à la personne en question et de faire venir un camion pour mettre le VHU sur le camion et ensuite direction le centre de VHU derrière. Donc on a à la fois ce plan des constructeurs et à la fois aussi on a renforcé les obligations législatives et réglementaires de manière à faciliter la prise en charge de ces véhicules. Alors quand le rapport Letchimy était paru, on estimait à l'époque le nombre de véhicules concernés à peu près 60 000. Donc aujourd'hui, on en est au tiers de l'inventaire qui a été repris et ce plan continue. Dans la loi AGEC a été votée une autre disposition qui vise à faire du sujet des véhicules hors d'usage un objet des filières dites à responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, est censé se mettre en place une vraie filière à responsabilité élargie des producteurs où les constructeurs financent ou traitent de façon opérationnelle les véhicules hors d'usage, alors que jusqu'à présent, c'était un système qui était équilibré économiquement en métropole, qui n'était pas équilibré dans les départements d'outre-mer. Donc notre objectif, c'est d'harmoniser les règles qui vont s'appliquer dans la collecte et la gestion des véhicules hors d'usage, que ces véhicules soient en métropole ou en outre-mer. Globalement, d'ailleurs, lorsqu'on a fait adopter cette loi en 2020, on avait des préoccupations spécifiques au département d'outre-mer. C'est-à-dire que le développement des filières à responsabilité élargie de producteurs s'est fait avec des règles qui dépendaient un peu de chaque filière. Donc en 2020, on a harmonisé les règles pour l'ensemble des filières. Puis on a aussi mis un coup d'accélérateur sur l'application des éco-organismes dans les départements d'outre-mer,
avec des règles spécifiques notamment où on demande à ce que lorsque le taux de collecte ou de tri de valorisation de déchets dans une filière REP est inférieur à la moyenne nationale, eh bien à ce moment-là, les éco-organismes doivent compenser et financer plus pour permettre un retour à une situation plus normale de collecte et de gestion des déchets. Donc ça, c'est le cas pour les VHU. On parlait des batteries tout à l'heure. C'est un peu la même chose, hein. On a aussi une filière à responsabilité élargie des producteurs dans le domaine des piles et accumulateurs et donc des batteries. C'est une filière qui est imposée par la Commission européenne d'ailleurs. Et là aussi, il y a imposition pour les deux éco-organismes qui sont chargés de ces collectes de mettre en place des plans de prévention et de gestion des déchets spécifiques aux Outre-mer de façon à rattraper le retard qui a pu être pris dans les départements d'Outre-mer. Et pour terminer sur ces questions de virus de la dengue, on a également les pneumatiques qui sont des réservoirs potentiels puisque l'eau s'accumule dans les pneumatiques et on a un développement de moustiques et ensuite transmission de maladies. C'est la même chose. En 2020, on a fait voter un article qui prévoit que les pneumatiques seront réintégrés dans la législation sur les filières à responsabilité élargie des producteurs. Donc aujourd'hui, on était dans un contexte où c'était plutôt basé sur le volontariat, on va dire, des producteurs de pneumatiques pour gérer la collecte de ces pneumatiques. Et on est en train de travailler en ce moment sur les textes d'application de la loi de façon à pouvoir disposer d'une filière à responsabilité élargie de pneumatiques, des producteurs, pour la reprise des pneumatiques, ce qui fait que ça devrait aussi permettre d'améliorer la situation des déchets de pneumatiques en Outre-mer. Dernier point peut-être aussi là-dessus, c'est que dans cette loi de 2020, on a fait en sorte que les éco-organismes qui étaient plutôt impliqués dans tout ce qui était soutien au financement ou bien gestion opérationnelle dans la collecte et le tri des déchets, on les a impliqués dans la gestion des dépôts sauvages. Et donc, à partir de maintenant, s'applique une disposition où, quand on a un dépôt sauvage, il est possible de faire le tri en quelque sorte entre est-ce que c'est des pneumatiques, est-ce que c'est des déchets d'emballage, est-ce que c'est des déchets du bâtiment, et il est possible de demander aux éco-organismes de financer la reprise de ces déchets au prorata de la composition du tas de déchets en question. Et donc ça, c'est une nouvelle obligation qui est disponible dans l'arsenal réglementaire et à disposition des autorités de police. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qu'on fait pour lutter contre les épidémies de dengue. On enchaîne. Voilà, enchaîne dans l'ordre des questions. Ok, très bien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que globalement, la gestion des déchets en Outre-mer a une difficulté intrinsèque, c'est le manque de disponibilité de filières de traitement et de valorisation des déchets en question. Puisque quand on a des déchets d'acier, ça se valorise dans une acierie. Quand on a des déchets pneumatiques, ça se valorise dans des installations de pétrochimie. Quand on a d'autres types de déchets, ça se valorise dans des installations dédiées. Et donc, il y a un problème de filière industrielle qui fait que, n'étant pas disponible dans la plupart des territoires d'outre-mer, il est nécessaire de ramener les déchets vers la métropole. Donc ça, c'est quelque chose qui est une difficulté intrinsèque à l'outre-mer. Il est probablement possible, dans un certain nombre de cas, de développer des filières locales. Alors, le traitement, ça peut être un peu compliqué, mais en tous les cas, la surveillance et le contrôle, ça c'est possible. Donc là, je citerai, ou je reviendrai plutôt à l'exemple qui était cité tout à l'heure, des incendies dans la décharge du Céron et de Petit Galion en Martinique qui ont eu lieu entre octobre 2021 et janvier 2022. Ce sont des incendies qui sont liés à une difficulté de gestion parce que l'incinérateur en Martinique était à l'arrêt, ce qui a conduit à un afflux de déchets assez important dans les décharges en question et difficultés de gestion. Et les incendies ont produit des fumées qui ont pu exposer les riverains à des substances toxiques.
Ce qu'on note, c'est que lorsque les services de la préfecture ont voulu faire des analyses pour voir quel pouvait être l'impact sur les personnes, c'est difficile de mobiliser les laboratoires qui interviennent dans ce cas-là. Donc il faut savoir qu'en matière de gestion post-accidentelle, on a un réseau de laboratoires et d'experts qui s'appelle le réseau RIPA, qui a été monté sous l'égide de l'INERIS, qui est notre appui technique en matière de risque industriel et qui peut intervenir notamment en cas d'accident industriel. Ce réseau RIPA comporte une 60aine de laboratoires. Ce sont des gens qui peuvent être mobilisés pour intervenir justement dans ces situations post-accidentelles, pour savoir quels sont les effets en matière d'environnement après un accident. Bon, ce qu'on a constaté fin 2021 début 2022, c'est que ces laboratoires-là ont du mal à se mobiliser dans un délai inférieur à 10 jours. Donc ça pose un souci. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à la disponibilité de laboratoires éventuellement sur place ou à la capacité à faire venir plus rapidement des laboratoires pour faire des prélèvements et des analyses. En sachant que pour l'instant, si on a des analyses à faire, il faut que ça revienne en métropole. Alors, il y a un autre acteur qui peut être impliqué dans ce type d'événement, c'est l'association de qualité de l'air locale qui s'appelle Madininer, qui ne disposait pas, lui, des moyens non plus pour aller faire des prélèvements et des mesures à côté de cet incendie, parce que ce n'est pas des moyens qu'ils utilisent en routine. Donc c'est aussi un moyen peut-être, en tout cas impliquer l'association locale de contrôle de la qualité de l'air est peut-être un moyen pour essayer de faciliter ce type de mesures. Pardon? Ah oui, pardon. Madin in Air. Mais je vous en prie. Donc il faut qu'on travaille aussi du coup, pas seulement sur les filières de gestion, mais aussi sur qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un souci. Bon. Ensuite, j'aborderai le cas d'un certain nombre de filières de gestion, et notamment parce que c'est souvent un sujet à débat et en métropole et en outre-mer, mais particulièrement en France d'ailleurs. C'est l'incinération. Donc, il faut savoir que le débat sur l'incinération, c'est un débat très franco-français, parce que dans la plupart de nos pays, enfin chez nos collègues européens, quand on leur dit chez nous c'est un gros sujet, les gens sont inquiets, ils ont peur, c'est compliqué. Dans les autres pays, ils nous disent ah bon, pourtant c'est chez nous, ça pose aucun souci. Alors, ça pose des soucis chez nous parce qu'à une certaine époque, des incinérateurs de déchets n'étaient pas conformes à leurs arrêtés d'exploitation et ça a beaucoup généré de craintes dans la population. Et depuis, on traîne ce passif un peu comme un boulet. Bon. Alors, il se trouve qu'en matière d'incinération, c'est probablement un des domaines les plus contrôlés, les plus suivis. Les incinérateurs doivent répondre à la réglementation de la directive sur les effluents industriels, la directive IED. Alors c'est une directive qui réglemente la plupart des secteurs industriels, ça réglemente les raffineries, la pétrochimie, la chimie et bien d'autres secteurs industriels. Et évidemment, ça réglemente aussi l'élimination de déchets et l'incinération. C'est une réglementation qui prévoit périodiquement d'ailleurs une mise à jour des réglementations techniques qui s'appliquent sur tout le territoire européen. Et évidemment, ces normes s'appliquent également dans les départements d'outre-mer. Nous avons mis à jour, en tenant compte justement de la dernière évolution de ces règles techniques sur l'incinération, nous avons mis à jour notre arrêté ministériel sur le sujet le 12 janvier 2021. Donc c'est des nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur. Ça a conduit à fixer des nouveaux paramètres en sortie d'incinérateur. Donc, si je prends par exemple le cas des NOx, on est censé être inférieur à 150 mg par normomètre cube aujourd'hui et éventuellement 80 si on traite une quantité de déchets supérieure à 100 000 tonnes par an. C'est pareil pour les dioxines, c'est pareil pour les poussières. Donc, des nouvelles normes de rejet. Et aussi, on impose régulièrement des nouvelles techniques de dépollution à la sortie des cheminées.
Et donc, dans ce contexte-là, les règles s'appliquent à la métropole et les règles s'appliquent aussi dans les départements d'outre-mer. Voilà. Et ces règles devront s'appliquer à l'incinérateur qui s'applique en Martinique. Et ce que nous ont fait remonter les services de la préfecture, c'était que l'exploitant était en train de mettre son incinérateur en conformité avec ces dispositions, en sachant qu'a priori, il est conforme aux dispositions qui s'appliquent à lui aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'incinération. Ensuite, une autre filière, c'est les déchets d'activité de soins à risque infectieux, où là, on a deux types de traitements, grosso modo. On a soit l'incinération, et ça, ça se fait dans l'incinérateur de Martinique. Je comprends qu'il y a des déchets de Guadeloupe qui sont incinérés en Martinique. Soit la banalisation, c'est-à-dire c'est un procédé qui permet d'éliminer les bactéries qui sont présentes dans les déchets avant envoi vers les filières d'enfouissement local. Donc si je prends le cas des Antilles, on a eu 823 tonnes de déchets d'activité de soins à risque infectieux incinérés ainsi en 2021. Les spécificités qu'il peut y avoir dans ces départements d'outre-mer, c'est aussi l'implication de l'éco-organisme qui s'occupe de récupérer les déchets d'activité de soins à risque infectieux chez les particuliers, puisque nous avons aussi un éco-organisme sur le sujet que nous co-contrôlons avec nos collègues de la Direction générale de la santé. Ce qu'on constate dans ces... Oui. Il s'agit de Dastri. C'est un organisme national. C'est l'organisme national qui assure la... Oui. Ils sont présents aussi. Oui, absolument. Oui, ils sont présents et en fait, ils servent à financer la mise à disposition aux patients de boîtes de collecte. Les fameuses boîtes jaunes là, que vous voyez de temps en temps chez votre dentiste ou chez le médecin, quand vous êtes patient et vous êtes en autotraitement, vous avez ce type de boîte. Et Dastri finance la mise à disposition des boîtes, finance la collecte des boîtes et finance le traitement des boîtes dans les filières dédiées. Donc, comme on note toujours un certain delta entre les taux de collecte en Outre-mer par rapport à ce qui se passe en métropole, c'est un peu le cas aussi pour ces déchets-là, sauf qu'on est plutôt en train de rattraper notre retard, puisque l'année dernière, on était à 82% de taux de collecte de ces déchets d'activité de soins à risque infectieux en autotraitement au niveau national. Et on était à 75% en Outre-mer. Donc on est en train de faire des rattrapages progressifs qui dépend un petit peu quand même de chaque département. C'est-à-dire qu'on a des taux assez importants à La Réunion ou dans les Antilles. On n'est qu'à 40% de taux de collecte en Guyane, par exemple. Et ça aussi, c'est peut-être un des points marquants de cette gestion des déchets, c'est qu'on note des très grandes différences en termes de taux de collecte, de taux de tri, de taux de traitement entre les différents départements d'outre-mer. Et la nécessité d'améliorer les campagnes de communication, par exemple, sur ce sujet-là. Donc en Martinique, Dastri finance des campagnes de communication qui font qu'on a plutôt des bons taux de collecte. La Réunion, on collecte 20 tonnes par an de déchets patients en autotraitement, donc les taux sont assez bons aussi. Et puis Dastri sera réagréé à la fin de l'année, puisque tous les 5 ou 6 ans, on réagrée nos éco-organismes, donc ils doivent présenter un nouveau dossier et par rapport à un cahier des charges qui est publié au journal officiel et qui est lui-même révisé. Donc Dastri doit être révisé d'ici la fin de l'année, les procédures sont en cours. Et mi-2023, il devra transmettre son plan de gestion, de prévention et de gestion des déchets outre-mer. Et là aussi, on attend de lui des progrès, de manière à ce que dans les départements où ça ne se passe pas très bien aujourd'hui, on fasse des progrès. Et c'est le cas de la Guyane, par exemple. Sur les sargasses, la DGOM également présente.
a peut-être rappelé, je ne sais plus, mais qu'elle ait mis en place un plan interministériel de lutte contre les sargasses en 2022, que, bon, du point de vue de la Direction générale de prévention des risques, c'est très important de mettre l'accélérateur sur la stratégie de broyage des sargasses collectées en mer et éventuellement reclapées derrière, parce que le problème qu'on a, c'est qu'une fois qu'elles sont à terre, c'est très, très, très difficile à gérer. C'est difficile à gérer parce qu'elles sont chargées en métaux lourds, elles sont de temps en temps chargées en chlordécone, elles sont très salées et donc elles posent des problèmes si on veut les réutiliser en fertilisation. Donc un simple compostage est compliqué à mettre en place. Et donc on travaille aujourd'hui avec l'ADEME, mais aussi avec l'INERIS, dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de sécuriser les stockages qui posent problème aujourd'hui, de façon à éviter les émanations d'hydrogène sulfuré qui évidemment peuvent avoir des impacts sanitaires. Je terminerai cette présentation par deux sujets particuliers. Je vais commencer par les déchets miniers, puisque l'outre-mer est un des territoires où il y a encore une activité minière en France. Donc les déchets miniers, là aussi, ça fait l'objet d'une réglementation européenne en 2006, qui a été transposée en France en 2010, à la fois par un décret et puis un arrêté ministériel. Enfin, il y a plusieurs arrêtés d'ailleurs, mais au moins un arrêté ministériel pour les installations de stockage de déchets miniers qui correspondent à une rubrique dédiée dans le Code de l'environnement. Bon, ce que vous savez déjà sans doute, c'est qu'il y a plusieurs types d'activités minières. Ça va de l'exploitation alluvionnaire où on a un procédé de traitement mécanique pour récupérer l'or qui se trouve dans les rivières et qui, lui, va générer des déchets plutôt inertes et qui présentent des volumes assez faibles et une toxicité assez faible. Le problème, c'est que pour les activités légales, elles sont contrôlées et donc elles n'utilisent pas de mercure. Par contre, en Guyane, vous avez l'activité illégale qui se sert du mercure pour faciliter l'extraction de l'or de ces déchets. Donc là, il y a des plans qui ont été mis en place avec l'armée, avec des gendarmes qui interviennent pour démanteler les camps de mineurs illégaux qui viennent du Suriname ou du Brésil. Et c'est un travail de longue haleine parce que régulièrement on envoie des militaires pour démanteler les camps. Ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'éviter, de rendre le terrain inopérant pour la prochaine fois, mais on les voit revenir et c'est toujours compliqué. Mais ces générateurs de mercure qu'on retrouve dans les eaux guyanaises. En Guyane, par ailleurs, il y a une unité de traitement de minerais qui n'est pas de l'alluvionnaire, mais qui elle, va générer des résidus miniers après traitement chimique. Et on distingue deux types de déchets miniers dans ce cas-là. Les stériles miniers, qui sont le gros des déchets, donc ça représente des volumes très importants. Mais en fait, c'est de la roche concassée qui ne contenait pas assez de minerais pour ensuite faire l'objet d'un traitement chimique. Et donc ça, c'est grosso modo, ça correspond à la roche à la géologie de la roche qu'on a extraite. Alors c'est souvent impressionnant parce que c'est gros volume, mais ça correspond à ce qu'on a extrait. Et puis vous avez ce qu'on appelle les résidus miniers, et ça, c'est les résidus qui sont post-traitement chimique du minerai. Et ceux-là peuvent contenir des métaux lourds ou bien des substances qui ont été utilisées dans le cadre du traitement chimique de ces minerais. Donc on a un stockage en Guyane qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral et qui doit répondre aux conditions définies dans l'arrêté qui transpose la directive européenne sur ces stockages. Il y a à la fois des sujets de stabilité de ces stockages, parce que il faut construire des digues et ensuite on met les déchets derrière pour assurer la stabilité de la digue. Donc ça, c'est contrôlé assez régulièrement. Puis il y a aussi les substances chimiques qui peuvent
émaner de ce type de stockage. Et là aussi, il y a des prélèvements qui sont faits dans les stockages et on s'assure que ce n'est pas de nature à contaminer l'environnement derrière parce que ça doit rester stocké dans les stockages en question. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il y a un territoire en Outre-mer qui a une activité minière extrêmement forte, et c'est la Nouvelle-Calédonie, évidemment, avec trois grandes usines de traitement, deux usines de traitement pyrométallurgique et puis une usine de traitement hydrométallurgique. Où là, les compétences en matière de contrôle appartiennent soit aux provinces, soit à la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est un traitement très industriel qui est fait de ces déchets, donc avec à la fois des parcs astériles miniers dont je parlais tout à l'heure, et puis à la fois des stockages de déchets miniers, de résidus miniers. Il y a plusieurs initiatives pour évaluer l'impact sanitaire de ces déchets sur les populations locales. Et je cite une étude qui nous a été rapportée par la DIMINC, qui est la direction des mines de Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle le projet METEXPO. Et ça vise à mesurer le niveau d'imprégnation des populations locales, un certain nombre de polluants qui peuvent être émis par l'activité minière, comme le nickel, le chrome, le cobalt et le manganèse. Et puis, ça vise à évaluer si on trouve une surexposition de ces populations riveraines autour de ces sites. Les projets se poursuivent aujourd'hui avec la recherche de facteurs environnementaux en lien avec la répartition de certaines maladies comme les cancers potentiellement liés à cette exposition. Donc aujourd'hui, il y a des études qui sont menées pour voir si les rejets de ces activités minières peuvent être à l'origine de pathologies aux alentours, en sachant que ces activités-là font l'objet de dispositions de contrôle. Un des sujets qu'on peut avoir dans ce type d'exploitation minière du nickel en Nouvelle-Calédonie, c'est les émanations de poussière, parce que, je ne sais pas si vous avez en tête des images, sans doute, mais c'est ces images de sites avec des terres rouges, parce que c'est aussi très chargé en fer, avec beaucoup de poussière, et donc il y a des travaux en cours pour limiter les émanations de poussière lors de ces exploitations minières, notamment sur les pistes, pour éviter que ces poussières se retrouvent embarquées dans l'atmosphère. Je terminerai avec une question très précise sur les déchets nucléaires en Polynésie française. Donc en rappelant qu'entre 1966 et 1996, la France a procédé à des expérimentations nucléaires dans le centre d'expérimentation du Pacifique qui était implanté sur les atolls de Mururoa et de Fangatofa, que ça a donné lieu à des immersions de déchets dans les années 60, entre 66 et 75 environ, à la fois aux environs des atolls Mururoa et de Fangatofa, mais également certains déchets ont été immergés au large de l'atoll d'Ao. Certains déchets ont été, eux, stockés sur place dans des puits à Mururoa. Les quantités de déchets concernés figurent à l'inventaire national de l'ANDRA, qui est l'Agence nationale des déchets radioactifs. Donc, c'est les chiffres que je suis allé rechercher sur le site de l'ANDRA. On a 4192 mètres cubes de volume déclaré de déchets dits de haute activité, qui sont les déchets les plus dangereux qui ont été générés au moment de ces expérimentations, et à peu près 10 fois plus de déchets de déchets de moyenne activité à vie longue qui ont été également stockés dans ces puits. Ce sont des déchets qui sont sous la responsabilité du ministère de la Défense. Et en 1996, la France avait demandé une mission à l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dépend de l'ONU. La IEA est à Vienne.
et avait demandé une mission d'expertise sur comment avait été, enfin, quelle est la soutenabilité de la manière dont les déchets avaient été soit immergés, soit stockés dans les atolls. Et en 96, les experts à l'époque avaient dit que il n'y avait pas soulevé de préoccupation majeure en disant bah non, il faut aller les retirer, ou les déchets immergés, il faut aller les rechercher ou autre. Ils avaient dit d'ailleurs que, compte tenu de la manière dont cela avait été fait, la poursuite de la surveillance n'était pas nécessaire. Bon, pour autant, ce n'est pas raisonnable de suspendre une surveillance sur des objets pareils. Et donc, évidemment, la surveillance de ces atolls est maintenue, avec à la fois des mesures de contamination dans l'air et puis également des mesures de contamination dans la mer. Et donc ça, c'est des choses qui doivent continuer à être faites. Maintenant, bon, le ministère de la Transition écologique n'est pas le plus grand expert du sujet, puisque c'est le ministère de la Défense qui est responsable du suivi de ces objets-là. Et donc, je pense que si vous souhaitez des informations complémentaires sur la manière dont la surveillance est exercée aujourd'hui par le ministère de la Défense, je vous invite à l'interroger directement, puisqu'il doit avoir des données, évidemment, sur le sujet. Voilà ce que je souhaitais dire. Monsieur le Président, il me semble que les interventions de la DGS et de la DGPR ont balayé très très largement la dizaine de questions qu'on avait évoquées au début. Il y a juste un tout petit focus qui nous avait été demandé sur Wallis et Futuna. Est-ce que vous souhaitez qu'on en dise un mot? Auquel cas, je passe la parole à ma collègue Delphine, dont ce sera la première intervention devant cette Assemblée. Donc voilà, et donc elle va le faire très volontiers. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, merci de m'avoir mis un petit peu de pression, Stanislas. Du coup, sur la question de Wallis et Futuna, pour revenir à la racine de la question que vous nous aviez posée, il s'agit de la question relative aux mesures régulières, le cas échéant, de la qualité des eaux et des sols dans les secteurs d'anciennes décharges non contrôlées ou sujettes à précaution. Donc, sur Wallis et Futuna, nous nous sommes rapprochés du territoire pour vous apporter ces informations. Sur Wallis, dans un premier temps, vous aviez une interrogation sur la lentille d'eau douce. Donc, cette lentille fait l'objet d'un suivi régulier par le territoire avec différents piézomètres sur l'ensemble de l'île. Et puis ensuite, sur le centre d'enfouissement technique sur Wallis, ils ont également un piézomètre qui permet de suivre la qualité de l'eau du site. Il y a des analyses qui sont réalisées sur le territoire très régulièrement par le laboratoire d'analyse des eaux du territoire. Pour les raisons évoquées précédemment, ces analyses, elles sont limitées aux paramètres bactériologiques et physico-chimiques. Et néanmoins, les analyses conduites montrent qu'il n'y a aucune pollution ni bactérienne, ni de dépassement de valeur des paramètres physico-chimiques au niveau de ce piézomètre situé sur le centre d'enfouissement technique. Et puis, plus estompé dans le temps, il y a des campagnes plus globales qui sont réalisées en termes d'analyse, avec des prélèvements qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie. Et la dernière campagne qui a été faite en 2018 montre que tant d'un point de vue composition chimique des eaux souterraines que bactériologique, il n'y avait pas de difficulté particulière. Le seul petit élément notable concerne la qualité des sols à proximité des dépôts. Et là, ils ont constaté en 2018 sur la surface, uniquement sur à peu près 50 cm de profondeur, une relative contamination des sols par des hydrocarbures, des métaux et des composés industriels. Mais que cette pollution superficielle au niveau des sols, elle semble bien cantonnée au niveau superficiel des sols et ne touche absolument pas les eaux souterraines. Donc ça, c'était les résultats de la campagne un peu plus élargie menée en 2018 sur Wallis. Et au niveau de Futuna, il n'y a pas de nappe phréatique ni de ressources en eau superficielle à proximité du centre d'enfouissement. Donc on n'avait pas d'éléments particuliers à pouvoir vous communiquer sur ce sujet. Merci. Voilà, donc pour un coup d'essai, un coup de maître, on peut le faire. Merci.
La pression peut retomber. Je vais maintenant laisser la parole, merci pour ces précisions, à nos rapporteurs. Ils ne manqueront pas de vous poser quelques questions, le cas échéant. Tout d'abord, vous remercier pour vos exposés exhaustifs qui ont vraiment couvert les questions et que nous vous avions fait passer de manière à rendre efficace cette rencontre qui vient effectivement, vous avez entendu en amont de notre mission avec Madame Mallet, mais il était important pour nous au pas à pas, lorsque nous avons fait des auditions, nous avons vu que cette dimension sanitaire, nous ne pouvions pas l'occulter dans notre rapport parce qu'elle fait partie vraiment intégrante du sujet. Et on se retrouve, comme vous l'avez d'ailleurs exprimé les uns et les autres, sur des situations vraiment différentes suivant les situations des différents territoires ultramarins, puisque là où la collecte est faite de manière rationnelle, ainsi que le traitement et ainsi que la mise en place des filières REP, ce n'est pas les mêmes sujets que là où c'est balbutiant et où la collecte même initiale ne peut pas être faite dans les conditions les plus optimales. Mais en revanche, l'état dans lequel se trouvent les sites ont immédiatement cet impact sanitaire. Donc vous avez balayé beaucoup de champs. Je rebondirai sur l'exposé lié aux déchets difficiles, c'est-à-dire à tout ce qui était lié notamment en Polynésie à les essais nucléaires, parce que effectivement, j'ai bien écouté attentivement la fin de votre propos. Je crois pour que notre rapport soit complet, nous serons amenés à entendre justement le phasage avec le ministère de la Défense. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis d'un département où on est sensible à tout ce qui est exploitation minière, ou en tout cas tout ce qui est déchets difficiles, puisque nous avions la seule mine d'or qui restait exploitée, qui était celle de Salsigne. C'est dans mon département et c'est quasiment à côté de chez moi. Et les risques climatiques que nous subissons aujourd'hui ont réveillé des pollutions historiques. Alors, quand on parle de déchets immergés, quand on parle de déchets enfouis, et qu'on oublie le suivi des sites, parce qu'on part sur l'idée que ça va être étanche, on part sur l'idée qu'il n'y aura pas de difficultés particulières, or on n'est pas à l'abri de voir se réveiller des difficultés, et notamment des difficultés sanitaires, puisque chez nous, nous avons eu des enfants touchés par l'arsenic, puisque il y a eu les systèmes dits étanches n'ont pas résisté, et il y avait des déchets à l'air libre, notamment porteurs d'arsenic, qui ont fait l'objet de pollution aérienne que nous ne mesurons que maintenant. Donc tout ça pour dire que c'est un aspect sensible de notre dossier, et que lorsque la contamination est là, qu'elle touche des enfants ou qu'elle touche des adultes, on se rend compte que ce qui fait quelquefois abandonner les suivis sanitaires, ou que ce qui fait abandonner en fait l'œil sécuritaire, puisqu'on se dit bon, il n'y a pas danger, et c'est des questions de coût. Tout est une question. On le sait bien tous ici, les parlementaires, sont des questions de coût, mais je crois qu'il ne faut pas baisser ce degré de vigilance, et les exposés que nous avons entendus le prouvent. Voilà moi ce que je souhaitais dire sur cette première phase, mais ensuite j'avais un questionnement parce que nous n'avons pas évoqué l'élimination des déchets d'origine humaine. On a parlé des dasseries, mais il se trouve que nous avons été confrontés dans le cadre de nos missions, à avoir des difficultés, et surtout les élus en proie à ces problématiques ne savent pas trop comment faire, puisque les classifications des déchets dits médicaux
qui font l'objet donc d'une destruction dans les daseries, que ce soit au sein des centres hospitaliers ou que ce soit dans les services connexes. Tout n'est pas ce qui peut paraître pour l'œil du béotien être lié à un déchet médical, n'est pas assimilé en tant que tel, et on se retrouve avec des déchets d'origine humaine qui pour certains, sont éliminés par les services des ordures ménagères qui se doivent de brûler des restes, donc et c'est pas tellement envisageable parce qu'il y a quand même la distanciation par rapport à la personne qui procède, ou dans d'autres lieux, c'est évacué, je pense, à La Réunion. Donc certains déchets de nature d'origine humaine sont évacués sur La Réunion depuis Mayotte. Est-ce que tu peux préciser, donner des précisions? Oui, c'est lorsque c'est quoi exactement? Les déchets, c'est quand il y a une opération. Lorsque tu as une ablation d'une jambe ou une amputation d'un bras ou du... Pardon? Attends, si je peux t'interrompre, mais ça ne se fait pas à domicile, donc ça rentre dans l'industrie. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Attends, dans les hôpitaux, il y a des filières également. Oui, mais nous, ce qu'on a constaté, on est sur une partie du constat. Alors, peut-être que ce n'est pas sur tous les territoires. Moi, je parle de ce que je connais, justement. Non. Mais en principe, il y a des réseaux qui sont... On n'est pas sur les principes. Il y a des lieux où ça ne se pratique pas. D'accord. Voilà. Donc, autant sur des lieux, ça se pratique. Et là, c'est ce que je disais, les filières sont bien organisés et en fait on n'est pas confronté à ce type de réalité, mais il y a des départements ultramarins où ils sont confrontés à ce type de réalité et où il nous faut trouver un procédé pour pouvoir éliminer ce type donc de problématiques d'une certaine manière. Donc comme ça n'a pas été abordé dans les exposés, j'aimerais qu'on ait cet éclairage-là si c'est possible. Et moi j'en aurais donc quasiment achevé parce que je trouve que tous les champs ont été balayés là-dessus. Mais ce qui nous importe, c'est pas ce qui fonctionne bien, c'est ce qui fonctionne moins bien et surtout qu'on puisse arriver à avoir tant soit peu une harmonisation, en tout cas, qu'on puisse préconiser dans nos rapports, puisque le plus difficile, ce sont les harmonisations donc, sur l'ensemble des territoires, puisque chaque sénateur est élu en charge de son territoire. Bon, on souhaite que les problématiques soient abordées du mieux possible. Voilà, pour moi, en tout cas. Merci, mesdames et messieurs, pour vos propos qui sont rentrés quand même bien dans les détails. Et c'est vrai qu'en traitant le problème des déchets, de la collecte, du traitement, on ne peut pas éviter d'envisager l'aspect sanitaire, c'est effectif. Mais alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est... une question qui n'a pas été traitée. Faut-il imaginer des adaptations réglementaires ou législatives, le cas échéant, dans le cadre d'expérimentation des cas échéants dans le cadre d'expérimentation, dans certains territoires? Et c'est vrai que ma collègue vient de vous citer les problèmes des déchets médicaux dans les placentas, les trucs dans certains territoires où il n'y a pas d'UVE, il n'y a pas d'incinérateur, il n'y a pas de crématorium. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées? Comment on peut traiter ce problème? Peut-être pour préciser certains points sur la question des déchets d'origine humaine, donc ce qu'on appelle les PAOH, dans les pièces anatomiques d'origine humaine. Donc elles sont réglementairement, elles doivent être incinérées. Donc en fait, c'est vrai que là où il n'y a pas d'incinérateur, finalement, il faut trouver un autre système. Et donc, par exemple, en Guyane, c'est l'enfouissement, enfin c'est l'inhumation qui a été prévue pour ces déchets et qui fait appel d'ailleurs à des sociétés funéraires qui vont s'occuper de cette inhumation. Donc là-dessus, il y a un souci, il faut trouver une solution et ça là c'est le préfet en Guyane qui a émis par arrêté une dérogation pour permettre cet enfouissement.
D'une façon générale, oui, les déchets d'activité de soins, ils sont de types très variés. On va retrouver des déchets chimiques, des déchets radioactifs, des déchets biologiques, bien entendu, à risque infectieux, des déchets piquants, coupants, qui peuvent créer un risque particulièrement infectieux pour les personnels de traitement de ces déchets. Et donc, chacun de ces aspects doit être traité. Et on est en train justement de faire un gros travail de révision d'un guide qui était destiné à expliquer comment gérer tous ces déchets, guide qui date maintenant de 2009, donc avec l'ensemble des acteurs, des filières, et bien entendu le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Outre-mer, pour mettre à jour et parler aussi, d'ailleurs prendre en compte aussi les expérimentations, parce que il y a une expérimentation notamment qui est en cours, qui vise à permettre de la valorisation matière aussi des tasseries une fois qu'ils ont été désinfectés. Donc, il y a plusieurs projets qui sont présentés en ce moment et qui passent par France Expérimentation, qui proposent donc des solutions pour récupérer les déchets hospitaliers, les déchets de soins en général, les dispositifs médicaux, tous ces matériaux qui représentent un grand volume finalement, que l'on pourrait quand même, qu'il faut que l'on traite de façon spécifique et pour lesquels on doit rechercher des solutions pour valoriser, en tout cas, ces déchets. Voilà, c'est le point que je voulais vous préciser. Donc, et puis vous dire que ce guide, dont on espère au moins une première partie début de l'année prochaine, finalisée, devrait aider justement et prendre en compte ces évolutions aussi du problème du secteur des déchets hospitaliers ou de soins. Oui, Victoire. Oui, en fait, il y a aussi, dans tout ce qui concerne, pour le milieu hospitalier, les effluents. Donc, il y a tous les effluents et qui a des réseaux bien organisés également avec des marchés publics. Je ne sais pas si ça fonctionne partout, mais c'est des déchets enfin, plutôt liquides, mais issus de certains appareils. Quand on met du sang, par exemple, pour analyser le sang et d'autres types de produits, ainsi que vous n'avez pas évoqué les pièces anatomiques, mais il y a également la conservation dans le formol. Et là, il y a aussi, mais bon, il y a des endroits aussi un peu, je dirais, un peu mieux organisés que d'autres, là où il y a des incinérateurs. Et il y a des filières qui consistent aussi à faire revenir aussi dans l'Hexagone, par exemple, pour certains déchets nucléaires notamment. Et pour la radiologie, je sais qu'il y a quand même des organisations qui sont en place. Donc, avec le nouveau CHU pour l'hôpital, bon, c'est une perspective. Il n'y a pas de P3 pour le moment, il n'y en a pas. Hein. Donc, il y aura un P3 pour désactiver les bactéries, par exemple pour la microbiologie notamment. Et pour tout ce qui est, parce que maintenant on travaille beaucoup sur la biologie moléculaire, mais bon, avec des sondes froides, mais il y a des choses qui se mettent en place en perspective sur le nouvel hôpital. Mais en fait, là, je ne savais pas trop. En fait, ma collègue m'a expliqué pour là, donc elle avait demandé pour les déchets en question. Là, mais c'est un vrai sujet, donc je pense peut-être, je ne sais pas s'il y a d'incinérateurs dans ces endroits-là, mais en fait, j'étais un peu surprise de certaines choses, mais en fait, elle m'a expliqué. D'accord. Donc, il y a des filières, mais c'est encore... ouais, il y a encore des choses à faire, mais en fait, la difficulté aussi, c'est que sur certains territoires qui sont quand même petits, on ne peut pas tout avoir et tous les dispositifs ne peuvent pas être mis de façon concomitante. C'est surtout ça, il faut vraiment une complémentarité. Vous avez évoqué la question du plomb. Excusez-moi, oui, vous avez évoqué ici la question du plomb, de l'usage du plomb qu'on trouvait dans le sol à certains endroits. Il y avait aussi des peintures sur les anciens bâtiments, donc quand il y a des peintures qui n'avaient pas été refaites, donc il y avait des cas de saturnisme également. Récemment, en Guadeloupe, après la tempête Fiona, eh bien, il y a eu une très bonne communication de l'ARS pour la leptospirose, mais il y a eu quand même un certain nombre de cas là, qui sont récents. Parce qu'il y a eu, bon, évidemment, tout ce qu'on connaît. Vous avez parlé de la Guyane pour la couverture des dastries.
Mais je crois que pour la Guyane, c'est particulier. En fait, je ne connais pas le sujet, mais je peux comprendre, pour avoir vu récemment les transporteurs, il y a de gros problèmes parce que les distances entre les communes en Guyane elles sont très éloignées, contrairement à sur le territoire, par exemple en Guadeloupe, en Martinique, donc elles sont très, très rapprochées. Et il y a évidemment le soutien des services d'infirmiers à domicile qui aussi contribuent énormément au ramassage et à la distribution, donc au plus proche des gens, et qui vont travailler avec les pharmaciens qui sont dans le réseau. Donc, en fait, en fonction de là où on se trouve, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué par rapport à la Guyane, ou déjà entre les communes. C'est très long, donc il n'y a pas les mêmes services, les mêmes rotations possibles, et il y a des endroits en Guyane où on doit se déplacer en pirogue, par exemple. Donc là, en fait, ça complexifie un petit peu l'approche qu'on pourrait avoir par rapport à des territoires où tout est possible et tout est un peu plus proche et mieux coordonné. Je peux, Président, vous poser une question? Oui. Monsieur Claude, vous avez parlé aussi de la pollution des batteries qu'on retrouvait régulièrement dans des ravines, sur les bords de chemin, tout ça. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il pourrait... On ne trouve jamais une bouteille de gaz. C'est vrai, jamais une bouteille de gaz, elle est consignée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, je ne sais pas, de trouver une façon que quand on achète un véhicule, alors vous n'allez pas surtaxer le véhicule, mais qui est peut-être un papier de consigne pour la batterie. Et à ce moment-là, vous verrez qu'une fois que c'est consigné, que ça a une petite valeur symbolique même, à ce moment-là, on n'en retrouvera plus dans la nature. Peut-être que voilà, c'est peut-être une solution et qui serait, je pense, l'idéal. Merci. Même ordre d'idée, puisque je voulais poser la question sur les batteries et tout ce qui touche les VHU. Vous avez fait un rappel assez exhaustif des différents règlements qui existent et textes, et je vous en remercie les uns et les autres, en évoquant le Code de l'environnement de 2020, me semble-t-il, qui élargit la responsabilité des producteurs, avec des éco-organismes qui sont censés s'impliquer, si j'ai bien compris, dans les dépôts sauvages et sur comment récupérer les batteries, mais aussi les anciennes voitures. Ma modeste expérience réunionnaise m'amène plutôt à penser que ce sont les particuliers, les communes et communautés d'agglos, parfois même les régions, qui aident à l'enlèvement des véhicules usagés ou des carcasses de voitures. C'est souvent le cas à La Réunion, et très peu les vendeurs ou producteurs de voitures. Alors, comment vous évaluez, comment vous évaluez l'application en fait de cet article du Code de l'environnement? C'est fait comment? Pour La Réunion, ça ne doit pas être trop difficile, puisqu'on a une entreprise aujourd'hui qui a beaucoup dans le domaine, en tous les cas, de la vente des voitures, qui a un quasi-monopole de vente de voitures. Donc ça, c'était ma première question. Et pareil sur les batteries, ma collègue Viviane Mallet a entièrement raison, il faut trouver quand même une solution. Et il me semble que pareil, sur La Réunion, la majorité des batteries sont récupérées par des privés et partent en conteneur privé à Madagascar. Si vous connaissez bien comment ça fonctionne, 80% des batteries ne sont pas récupérées par ni producteurs, ni vendeurs, ni quoi que ce soit, mais par des citoyens. Voilà, et nous-mêmes, on connaît des gens chez qui on dépose, qui mettent ça dans des conteneurs et ça repart sur Madagascar, et pas comme déchets. Voilà. Enfin, ou alors circularité, et ça devient une ressource. Et ça vaut pour pareil les pneus. Il n'y a plus de pneus à La Réunion avec de l'eau, tout ça, ça n'existe plus. Tous les pneus sont récupérés par des privés. Il y a même des petites filières citoyennes, mais vachement bien organisées, et dans quasi les 24 communes de l'île. C'est voilà mon expérience personnelle et celle de 90%. Que 90%.
Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces questions sur l'efficacité des dispositifs qu'on met en place. Donc, il y a une proposition sur comment on peut améliorer la collecte des batteries qui ont l'air de s'éliminer toutes seules. Alors, on a eu au cours de l'été des discussions avec les compagnies maritimes, parce qu'un des sujets qu'on a en ce moment, c'est la désorganisation du trafic maritime après le Covid. Et certaines compagnies maritimes ont vu un intérêt à ne plus vouloir transporter dans leurs bateaux des déchets dangereux. Notamment, ça a été assez problématique cet été à La Réunion, et on avait des conteneurs de déchets dangereux, dont des conteneurs de déchets de batterie quand même, qui étaient bloqués sur le port avec des difficultés à les faire remonter. Donc on a eu des réunions avec les armateurs et notamment CMA, CGM, de manière à débloquer la situation. On a encore la nécessité de récupérer des batteries dans les filières ad hoc. Donc l'idée de la consigne, c'est quelque chose d'intéressant que l'on a regardé. Bon, il y a eu un grand débat dans la loi AGEC sur la consigne pour les emballages, les bouteilles en plastique. Ça a donné lieu à beaucoup de débats parce que ça n'allait pas forcément dans le sens d'un certain nombre d'acteurs économiques, et donc forcément dans ce cas-là il y a des débats. Bon, je pense que si on impose une consigne sur la batterie, on n'aura pas tous ces débats-là, mais effectivement ça peut être un moyen de récupérer. D'ailleurs, moi quand je rends mes batteries chez Neuroto, je récupère un bon avec un bon de réduction sur la batterie que j'irai acheter la prochaine fois, par exemple. Donc c'est aussi des choses que les professionnels mettent en place. Alors faudra-t-il l'imposer ou pas via l'arrêté cahier des charges? Il faudra qu'on regarde cette chose-là. Comment on fait pour contrôler la bonne application du plan VHU? Effectivement, d'abord on a des gens sur place qui constatent un certain nombre de choses. En général, de toute manière, pour qu'un véhicule fasse l'objet du plan en question, il faut que la police soit intervenue de manière à constater la présence du véhicule de manière illégale, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Donc on a aussi la possibilité de faire un retour vers les autorités locales pour voir quels sont les actes qui ont été pris et qui permettaient ensuite de venir prendre le véhicule et ensuite l'amener vers les filières. Effectivement, dans ce cadre-là, je suis d'accord avec vous, il y a une association de constructeurs qui officie sur place, et c'est le cas dans tous les départements d'outre-mer. D'ailleurs, là où on a les taux de collecte les plus importants, c'est là où les associations étaient les plus fortes et où elles se sont impliquées le plus vite dans la récupération des véhicules. Là où on est très en retard, c'est en Guyane, parce que l'association locale a mis beaucoup de temps à se mobiliser pour s'impliquer dans le dispositif. Donc je prends note de votre questionnement sur, mais quand ils vous annoncent 6 000 véhicules là, 4 000 véhicules là, est-ce que c'est bien le cas? Chiffre de 6 000 voitures, ouais. Parce qu'à La Réunion, vous pouvez le vérifier, quand vous avez une carcasse de voiture dans une rue, vous appelez la police municipale, oui, puisque vous n'appelez pas la police nationale. Oui. Fort heureusement, ils ont déjà suffisamment de boulot. Et souvent, la police municipale n'a pas suffisamment et le temps et les moyens parfois. Donc ça prend 3-4 mois. Moi, je peux vous donner, puisque les citoyens, quand il y a devant chez eux un dépôt, ils vont voir les élus. C'est-à-dire que quand ils appellent, ça ne marche pas, ils vous envoient à votre permanence, vous recevez des courriers, donc on peut très facilement nous vérifier. Donc quand vous me dites 6 000 voitures qui ont été récupérées sur La Réunion, j'ai beaucoup de mal et je me dis comment vous avez ces chiffres, ou qui vous les donnent, est-ce que ce sont les concessionnaires? Voilà, en l'occurrence, voilà. C'est pas la police qui récupère le véhicule, la police n'a pas les moyens techniques ni économiques. Voilà. Pensez à vos micros. C'est juste enregistré. Derrière, c'est financé, en l'occurrence, c'est financé par les constructeurs lorsqu'on doit récupérer le véhicule pour l'amener dans le centre VHU, pour ensuite ramener la carcasse vers la métropole où elle sera recyclée. Oui.
Oui, les constructeurs participent. Alors, franchement, et ils mettent une participation. La loi dit ça, mais la loi a été modifiée. Mets ton micro, choses. J'aimerais, avant de poser deux questions, pour ma gouverne et mon information. L'écologie. C'est quel ministère? Monsieur Ossola aussi, c'est quel ministère? Transition écologique et collectivité territoriale. Non, c'est pas la santé, c'est l'écologie, c'est ce qu'on se disait. Voilà, ouais. Et Madame Paul et Monsieur Klein, c'est la santé. Bon, parce que comme c'est mission Outre-mer, je me disais, j'aimerais qu'on se clarifie bien le truc. Vous savez d'où parlez-vous? D'où ma question. C'est quoi une pollution diffuse? Moi, je suis un béotien, pour ne pas dire un ignorant. C'est quoi une pollution diffuse? Deuxième précision, un moustique, c'est pas un déchet. Bon, un déchet, mais ça peut être le produit d'un déchet. Au-delà de la politique, comment on dit ça, antivectorielle, oui, que devient-elle dans les Outre-mer? Comment c'est géré maintenant? Parce qu'il y a eu des translations. Ensuite, Sanofi avait mis au point un vaccin anti-dengue. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à la santé, probablement, vous pourrez m'éclairer. C'est une demande d'information. Ils ont mis, c'est un vaccin français, un vaccin anti-dengue. On l'a essayé aux Philippines. Oui, exact. Et il y a eu des enfants qui sont morts, des enfants de 3 ans. Alors, que devient ce vaccin? Quelle est l'actualité d'un vaccin contre la dengue? Est-ce que vous pourriez nous dire en termes de recherche, en termes pharmaceutiques, où en sommes-nous sur ça? Oui, ça m'intéresse. Il y avait une usine en Guadeloupe de dasserie et Victoire Jasmin doit être bien informé. Il y avait une usine qui avait comme activité l'élimination des dasseries. C'était Michel Christon. À Bévao, l'usine a fait faillite. Où traite-t-on aujourd'hui les dasseries de Guadeloupe? Où sont-ils envoyés? On avait aussi un traitement des pneus, c'était Trinidad. Et puis on a créé quelque chose là-bas. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça devient concrètement, parce que, M. Vaudnez, vous avez fait un exposé que j'ai apprécié, mais vous m'avez fait l'état de la législation. Quel est l'état de l'action de l'État en matière de gestion des déchets? Quel est le financement? Parce que vous avez évoqué le rapport Letchimy. Letchimy est venu chez nous, ça fait 30 ans, monsieur, depuis 92, que nous faisons les VHU en Guadeloupe. Et c'est la région Guadeloupe qui fait un marché. Les constructeurs ne participent pas du tout. Et quand vous produisez les produits bruns ou les produits blancs, les remises de frigidaire, de congélateur ou que sais-je encore, on ne les voit pas. Et on a créé toute une filière en D3E avec économie circulaire, et je crois qu'on a bien inspiré ce rapport-là de Serge. L'État n'est pas là, sauf pour les normes, sauf pour la police administrative. Et j'estime, moi, que l'État est assez absent. Ce matin, on parlait de normes et d'adaptation. Non, vous venez faire le contrôle, mais il n'y a pas vraiment de moyens, pour être très honnête. Sur la responsabilité élargie, moi, ça a bien commencé. Je ne vois pas l'éco-participation, je ne vois pas des choses. Franchement, et les associations de recyclage, de ressourcerie et tout ça, c'est nous-mêmes qui faisons fonctionner ça. Les aides d'État, sauf si vous me faites mentir, et je serais très heureux d'être démenti, c'est Epsilon. Franchement, quand on parle de TGAP, on n'est même pas compris. Non, mais c'est de dire, adaptons ça. Tout ça, oui, c'est les déchets. On est là uniquement pour les sanctions. Baïf et commune de Guadeloupe, on sait quelque chose avec une sorte de décharge que personne ne pouvait gérer. L'État avec TGAP et tout ça, sanctions, grève des riverains. En économie insulaire, c'est compliqué. Et là, il doit avoir une présence plus active de l'État. Alors, éclairez-moi sur les moustiques, sur les pollutions diffuses, parce que j'ai été content d'entendre ce que vous disiez sur l'incinération. Aujourd'hui, on a un problème, mais un problème d'avenir. On a refait
comment on appelle ça, le plan d'élimination Oui, le plan d'élimination des déchets. Ouais. On devait avoir des quais de transfert, on devait avoir 3 usines en Guadeloupe. J'entends qu'il n'y aura apparemment qu'une seule et qui serait implantée à l'extrémité est de l'île, c'est-à-dire Moule. Ce serait de l'incinération, parce qu'il n'y a plus de trucs mécano-biologiques, apparemment, c'est pas très efficace. Je ne sais pas quelle est l'alternative, enfin, quelle est la solution de remplacement pour l'incinération. Est-ce qu'il y a des voies autres que l'incinération? En tout cas, je ne sais pas quelle est la position de l'État sur le schéma adopté par le Conseil régional en Guadeloupe, sur des offres qui ont été faites par le syndicat mixte de Nagabarla avec Dominique Biras. Comment ça s'appelle? Le CIVAD. Le CIVAD, la région est notre projet, et on ne comprend pas très bien le rôle des uns et des autres. Et je dis ça, ce n'est pas un soupçon, c'est une crainte. Pour que Albioma fasse ça, on nous colle une usine d'incinération à l'extérieur de l'île pour produire de l'électricité. Je ne suis pas contre le principe. Je ne suis pas contre le principe de dire incinération, au lieu d'avoir 3 usines ou 2 usines, on a une seule usine et qui va produire à côté de la compagnie thermique du Moule de l'électricité. Mais bon, il faudrait un peu de transparence pour qu'on sache. Moi, je suis à 120 km, si ce n'est pas plus, du Moule. On va prendre donc des camions bennes pour amener ça, traverser toute l'île pour aller apporter ça à une seule usine. Quelles sont les aides? Quels sont les conseils? Quel est l'encadrement? Moi, je veux des réponses concrètes. Au-delà de la législation, quand elle est appliquée, elle est simplement administrative, vue de haut, surplombant les collectivités et parfois à la clé avec des sanctions à la clé. Bon, pardonnez-moi de dire ça, mais moi, j'aimerais connaître l'effectivité de l'action de l'État en matière de gestion des déchets chez nous. Voilà. Président, 1 minute. Au fond et en clair, moi je vous remercie d'être présent parce que vous êtes les services de l'État et les différents ministères, vous coordonnez malgré tout des politiques assez complexes de mise en place sur les territoires. Et en lien avec les collectivités que nous représentons, en tant que sénateurs, nous représentons ces collectivités, nous voulons trouver la cohérence et les règlements qui sont aussi, qui ne datent pas de très longtemps, donc sur la mise en application future en termes de santé, par exemple sur la dengue, on ne pourra jamais plus faire croire à un Réunionnais que nous étions en phase interépidémique de la dengue il y a encore 1 an. Ce que je reproche, et franchement j'attends beaucoup des ministères et du ministère de la Santé, c'est que nous expliquions bien les 4 phases progressives de la dengue qui sont aujourd'hui bien identifiées. Pourquoi? Parce que nous allons avoir avec le vaccin qui a été donné, parce qu'il y a même des polémiques aujourd'hui entre le vaccin Covid, la prolifération de la dengue sur des stades, etc. Moi, je l'ai attrapé, stade 4, c'était ma 3e dengue, et j'ai failli crever. Ah oui, mais vraiment. Mais j'ai failli crever à l'hôpital, etc. Il y a eu beaucoup de Réunionnais, ça a été un peu amalgamé avec la crise Covid, mais beaucoup de gens sont morts de la dengue à La Réunion, pas du Covid, de la dengue. Et en fait, on ne communique pas suffisamment, et je pense que nous avons tous intérêt ensemble à vraiment communiquer pour les populations, plus seulement à La Réunion, à Mayotte, mais même dans le sud de la France bientôt. Nous avons besoin de bien identifier les phases, comment ça... Voilà, donc franchement, je ne vais pas le relever, mais phase interépidémique de la dengue, non. Nous n'étions pas là, nous étions bien au-delà. Je vais vous proposer alors ce qu'on va faire, parce qu'on a largement déplacé l'horaire de la réunion et on a encore une phase derrière, c'est qu'on vous adresse, si vous voulez, les remarques et les questions qui ont été posées, voilà, pour pouvoir y répondre, pour pouvoir passer. Oui. Président, je voudrais quand même rassurer notre collègue Victorin,
parce qu'il y a eu une table ronde avec le CIVAD, avec sur l'ensemble des territoires, il y a eu une table ronde, et c'était un mix en visio et en présentiel, sur les problématiques qui ont été posées, bon, qui sont justes, mais il y a déjà eu une table ronde avec le CIVAD qui était là, avec et tous les, enfin, certains organismes étaient aussi présents. En fait, bon, donc là, les questions qui sont effectivement de vraies questions, mais ça a été traité dans une... Donc là, comme c'était le côté sanitaire, je ne sais pas, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait les réponses. Tout à fait. Il y a les déchets diffus, il y a les questions diffuses, mais et qui se rapportent à des auditions. Il y a pas de difficulté. Non, mais ça peut renvoyer à des sujets qu'on a déjà traités. Je vais conclure cette table ronde en vous remerciant, mesdames et messieurs, et sur l'aspect pièces anatomiques. Juste une remarque, celle de mon territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon. Aujourd'hui, c'est illégal, inacceptable. Et les pièces anatomiques ne sont pas détruites comme elles devraient l'être. J'en dis pas plus. Le directeur de l'hôpital qu'on a reçu a été très clair et mes collègues peuvent en témoigner. A été proposé un amendement pour proposer l'aquamation. Et il a été refusé. Je crois que le gouvernement, à mon avis, a dû recevoir des pressions de lobby de crématorium, mais on n'a pas de crématorium chez nous, on n'a pas d'incinération chez nous. Et l'aquamation sur un territoire comme Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la destruction des pièces anatomiques, et y compris sur l'incinération des corps, qui n'est pas possible sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et on doit se faire incinérer pour ceux qui le souhaitent au Canada, avec les problèmes que ça pose, notamment en période de Covid, par exemple. Voilà, je vais interpeller officiellement le gouvernement. Il y a une délégation de la DGPR qui vient de rentrer ou qui est encore sur mon territoire ces jours-ci, voilà, qui est rentrée, voilà. Et donc, sans doute, ce sujet a peut-être été évoqué avec l'équipe municipale, puisque c'est eux qui sont en charge de la destruction des pièces anatomiques à la demande du centre hospitalier, mais c'est un sujet vraiment important sur lequel le gouvernement devra prendre une position pour pouvoir trouver une issue. Et qui nous a fait toucher du doigt que c'est quelque chose de transversal, parce que ce sujet-là, il faut qu'il soit porté donc, par les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais nous le relayerons et on a proposé et nous proposerons certainement que ce soit transgroupe, parce que c'est vraiment un sujet qui touche la dignité humaine. Et on ne peut pas, à un certain moment donné, avoir des filières parfaitement abouties lorsque toutes les étapes sont remplies, et puis donc avoir donc, ce type de problématique qui est vraiment... Enfin, moi, j'en étais profondément choquée et émue, parce que c'est pas possible au gré de, comme je l'ai dit, d'un événement climatique qui emporte malheureusement des paquets, des sachets de restes anatomiques qui flottent dans la mer, etc. Et puis que ce soit à l'état de déchets dans une décharge même pas homologuée. Donc il y a quand même quelque chose à voir en ayant la tête froide et en se disant que quand même on touche là à notre propre intégrité au-delà de la problématique. Bien, je vous remercie en tout cas de la clarté des propos et on vous fera suivre les questions restées en suspens pour celles qui le sont. Merci, mesdames et messieurs. Et pour mes collègues, oui, pardon. Madame Jastin, c'est ce que l'on vient de me dire. Alors, c'était pas prévu, mais si ça ne vous dérange pas, on peut assister à votre exposé. Sur les risques, absolument, sur les risques naturels majeurs. Oui, absolument. Comme ça. Oui. C'est maintenant, c'est la troisième phase de la matinée. C'est pour ça que je me permettais d'insister sur le timing dépassé de 45 minutes.